Investir dans la jeunesse est une assurance pour le présent et une épargne pour le futur. Comme le dit l'adage, la jeunesse n'est pas l'avenir de l'Afrique, elle est son présent. Elle doit s'investir maintenant pour déterminer les choix qui définiront les contours de l'Afrique de demain. C'est l'affirmation faite par Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le 20 décembre 2012 à Ouagadougou lors de la cérémonie d'ouverture du 3e sommet panafricain des jeunes. Bienvenue à tous dans le Talk Afrique, jeunesse africaine et bonne gouvernance, c'est le thème du jour. Comme invité, nous avons M. Edima Anguessan, il est président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Bienvenue, M. le Président. Merci beaucoup, chef. Et en face de lui, nous avons Dr Hugues Hachi. Lui, il est délégué régional des jeunes de l'AME. Bienvenue, docteur. Merci. Avec vous, messieurs, nous parlerons de la jeunesse africaine et la bonne gouvernance. Okay. Alors, la première question, elle est pour vous, Président. Quelle est votre vision de la jeunesse africaine? En ma qualité donc de président du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais surtout de porte-parole de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, je dois vous dire que notre vision pour la jeunesse africaine est une vision panafricaine. Cette vision qui veut que les jeunes africains comprennent que nul ne viendra bâtir l'Afrique à sa place. Et que ces jeunes doivent être acteurs du développement de son continent de l'Afrique. Voici notre vision. Docteur Hugues, vous êtes délégué régional des jeunes de l'AME, c'est une zone rurale. Comment voyez-vous les jeunes africains? Et effectivement, c'est vrai que c'est une zone rurale, la région de l'AME, mais qui rencontre aussi des frères venus de partout dans le monde. Nous avons la communauté CEDEAO, par exemple, qui y vit. Et nous avons même des jeunes Marocains qui y vivent, qui travaillent dans des sociétés et autres. Et nous pensons que dans notre synergie de travail avec les jeunes associations et autres, nous essayons de faire comprendre qu'aujourd'hui, les frontières sont levées. Il ne faudrait pas parler d'Afrique par pays, mais il faut parler d'Afrique dans son ensemble. Donc aujourd'hui, les replis identitaires ont commencé à diminuer, pour ne pas dire qu'ils sont pratiquement inexistants, parce que arriver par exemple dans un chef-lieu de région comme Azopé, on ne demandera pas est-ce qu'il y a un quartier de Burkinabé, s'il y a un quartier de Maliens, de Guinéens ou d'Ivoiriens. Tout le monde est ensemble et c'est ce que nous rêvons de voir. Une Afrique où tout le monde vit ensemble, une Afrique où tout le monde aspire à l'idéal commun qui est le bonheur. Voilà, c'est un peu ce que nous recherchons dans nos Une Afrique où tout le monde partage les valeurs africaines pour la construction justement de cette Afrique. Président, nous allons faire un inventaire des difficultés, peut-être un bref inventaire puisqu'il y en a vraiment beaucoup. On a l'impression des fois que quand on parle de jeunesse africaine, il n'y a que des problèmes, Président. Oui, il est vrai que on ne va pas se le cacher. La jeunesse africaine a plusieurs défis à relever. Le défi donc de l'éducation, de la formation, qui pour nous est essentiel pour relever les défis majeurs. À côté de ceux-là, il y a les défis donc de sécurité, les questions aujourd'hui du terrorisme, etc. Il y a les questions de l'emploi des jeunes, toutes ces questions qui nous entraînent dans des défis à relever comme les questions d'immigration clandestine et tout ça. On ne va pas les occulter. Cependant, la jeunesse africaine, de plus en plus, est en train de prendre conscience de ce qu'il y a du potentiel en Afrique et que, justement, chacun devrait s'y mettre pour trouver son compte. Voilà. On va certainement les égrener un à un. Parlons de l'éducation des jeunes en Afrique. Quel est le besoin? On parle toujours d'une jeunesse qui a besoin d'être formée, éduquée, Président. Oui. Quel est le besoin réel aujourd'hui en Afrique? C'est le besoin de formation en premier lieu. La jeunesse africaine a besoin d'être, j'allais dire, sur le plateau des échanges mondiaux qui font que les transferts de connaissances, les transferts de technologies, les bonnes manières, les bonnes mœurs, tout ça, la jeunesse africaine en a besoin. C'est pourquoi en 2017, quand l'Union africaine a désigné le président Déby pour être donc le champion du thème qui consistait à investir dans la jeunesse africaine en a pleinement bénéficié. De manière à ce qu'aujourd'hui, dans l'une des recommandations que nous avons prises au sommet panafricain de la jeunesse à N'Djamena, c'était qu'il y ait un investissement massif dans le secteur de l'éducation. Pour que la jeunesse africaine, partout en Afrique, les jeunes n'échappent pas à l'éducation. Il
Pour nous, c'est fondamental et c'est important. Au-delà de l'éducation qui donne lieu à faire peut-être des cours ou des formations dans des écoles, dans des universités, il y a probablement des formations professionnelles. Il y a des jeunes qui sont déscolarisés aussi, qui sont d'un grand intérêt, docteur. Oui, effectivement, c'est en cela que les formations professionnelles, les lycées professionnels et autres ont leur rôle. Et ils jouent vraiment ce rôle-là dans les différentes régions que nous rencontrons. Mais en vérité, c'est l'employabilité. L'employabilité parce qu'aujourd'hui, le monde de l'emploi, des affaires, les gens n'ont plus besoin de théoriciens. Ils ont besoin de personnes pratiques. Et c'est la plus grande pratique qui est utilisée dans les entreprises. L'objectif est d'amener les entreprises à ne pas chercher simplement le côté tertiaire, de plus aller dans le côté sur le terrain où on peut utiliser la main-d'œuvre en quantité. C'est pourquoi il faut encourager les usines, c'est-à-dire les zones industrielles massives assez dans ce pays. Je pense que notre pays est un exemple dans ce domaine où la zone industrielle a eu une extension pour pouvoir réabsorber cette main-d'œuvre. Parce qu'il ne sert aussi à rien de former des gens pour les mettre sur le banc. Nous parlons de chômage. Pourquoi aujourd'hui on parle toujours de taux élevés de chômage en Afrique, surtout pour les jeunes? Oui, en fait, je pense que ça frise un peu la vue de l'esprit. Permettez-moi ce thème-là parce que les chiffres sont clairs. Hein, si on parle de chômage, c'est la personne qui est en manque d'emploi et qui cherche du travail. Et qui n'en trouve pas. Et qui n'en trouve pas. Mais dans nos pays, les chômeurs sont peu, il faut le dire franchement. Nous qui sommes en zone rurale, on a peut-être des personnes qui ont des métiers précaires. Mais ils font quelque chose. Faire de l'agriculture, c'est un travail. C'est d'abord le respect de ce travail-là qui peut nous permettre de vivre de cela. C'est en cela que nous demandons au gouvernement d'encourager, je prends l'exemple des personnes en zone rurale, d'encourager les métiers dans ces domaines agricoles, même dans la mécanique et autres. Il ne faudrait plus que ce sont des métiers stigmatisés. Il faudrait que les gens vivent vraiment de cela. Je prends l'exemple tout simple. Quelqu'un qui fait une cabine téléphonique, mon frère, monsieur ou moi, on peut vivre de cela. Quand ils font les calculs, ils vous disent combien ils gagnent. C'est plus que le SMIC. Mais lorsqu'on gagne plus que le SMIC, mais qu'on ne vit pas rationnellement avec ça, parce qu'on se dit que ce n'est pas un métier qui est valorisé, on pense qu'on est chômeur, mais on ne l'est pas. Il suffit de rendre ce métier plus attrayant, plus respecté, mais cela passe par la mentalité. Il faut changer la mentalité. Il y a des jeunes qui sortent des écoles, des universités, qui sont des diplômés et qui se retrouvent à ne pas trouver d'emploi et qui sont obligés de faire ce genre d'activité. Quelle est votre perception du chômage? Oui, ça pose le problème de la formation, de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, c'est des questions en Côte d'Ivoire qui sont en train de trouver solution. Avec l'agence emploi jeune, par exemple, il y a des problèmes de reconversion, de réqualification qui permettent aux jeunes qui sortent des universités avec des diplômes généralistes pour se retrouver dans les spécialités et après donc leur reconversion à l'agence emploi jeune. Ça permet donc de les orienter vers des opportunités précises. Donc je crois que chez nous, ce problème est en train de trouver solution. Et je pense que le chômage de la jeunesse africaine dont on parle, ainsi que disait le docteur, est réel, mais est quand même à relativiser. Parce qu'il y a du travail en Afrique, dans le domaine de l'agriculture, mais le seul domaine de l'agriculture peut absorber le besoin d'employabilité des jeunes. Et je peux vous le garantir. Aujourd'hui, à Zaguié, dans la région de la Niamey-Tiassa en Côte d'Ivoire, il y a un centre d'incubation en un groupe pastoral qui fait de la formation, qui fait chaque année qui permet aux jeunes non seulement d'avoir de la formation, mais en même temps d'être insérés à travers le financement de leurs projets. Les partenaires sont mobilisés et donc nous pensons que le problème du chômage est réel, seulement il faut relativiser et amener la jeunesse africaine à comprendre les opportunités qui sont autour d'elle de manière que... Au nombre des difficultés ou des problèmes que la jeunesse rencontre, il y a la violence, la délinquance juvénile, etc. Ouais. Est-ce que le chômage devait entraîner absolument la violence? Parce que certains disent le chômage entraîne la violence entraîne le chômage. Non, dans tous les pays du monde, la délinquance est une réalité. Vous ne verrez pas un pays au monde où il n'y a pas quand même de délinquants. Lier cela au chômage, c'est possible, mais je crois que d'autres raisons peuvent
les expliquer. La question de l'éducation, nous en parlions tantôt. La question des valeurs sociétales qu'il faut jamais perdre de vue. Mais il y a des questions aussi souvent d'instabilité dans certains endroits de l'Afrique qui peut accélérer, augmenter ce taux de délinquance. Alors, que pensez-vous de cette assertion de Mo Ibrahim qui dit, et je cite, que la jeunesse africaine est la première richesse naturelle du continent et il sera donc essentiel de la mettre en valeur? Docteur Hugues Agi. Il a tout dit dans sa phrase. Selon les statistiques, la portion active en Afrique dépasse environ 60%. Quand on parle de portion active, ce sont des personnes qui influencent directement l'économie. Mais ces personnes, ce sont les premières personnes qui consomment. Donc, on n'a pas forcément besoin de chercher ailleurs pour consommer. Déjà, en interne, avec cette population qui va aller jusqu'à 2 milliards et demi jusqu'en 2050, c'est-à-dire le marché de consommation, c'est ici. On peut créer le marché de consommation de façon locale. Les gens n'y croient peut-être pas parce qu'on a ce complexe qu'on a entretenu depuis des décennies, mais qui tend à disparaître. La première force, je prends un exemple de la Chine. La première force de la Chine, parce que la Chine consomme elle-même ce qu'elle produit, parce qu'elle fait environ 1 milliard. C'est pareil pour l'Inde. Avant de chercher à exporter, il faut consommer. Et nous, notre portion en Afrique va vers cela. Si cette proportion de population commence à consommer avec les moyens nécessaires, parce que lorsqu'on amène des SMIC à un niveau un peu plus élevé, les gens peuvent consommer. Normalement, l'Afrique ne devait plus avoir ce problème d'évacuation de son produit. Donc je pense que ça va dans la droite ligne de... La mise en valeur des jeunes, à qui revient cette responsabilité? Qui doit mettre les jeunes en valeur? Mais les jeunes eux-mêmes d'abord. Les jeunes eux-mêmes d'abord. Et comment? Moi, je vais vous dire que être jeune n'enlève pas en vous toute votre citoyenneté. Bien au contraire. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, il y a 77,7% dans la population active qui est constituée de jeunes. C'est-à-dire que quand vous prenez 10 Ivoiriens, il y a presque 8 qui sont jeunes. Alors, la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Vous convenez aussi avec moi qu'il est reconnu, la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'économie ouest-africaine. C'est dire que c'est la jeunesse ivoirienne qui porte l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Donc on ne peut pas dire que... on ne peut pas demander, du moins, chercher la place de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse en Afrique de façon générale. Elle existe, elle est là. Elle a sa place, elle travaille. Maintenant, quand vous parlez de mise en valeur, c'est dans les postes de responsabilisation, et cela. Moi, par exemple, en tant que président du Conseil national de la jeunesse, jeune que je suis, j'ai été élu au Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. J'occupe un poste de vice-président du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. En Côte d'Ivoire, ça représente une grande chose. Mais ce n'est pas parce que nous sommes jeunes qu'on nous a mis là, mais c'est parce que nous le méritons. Du moins, c'est parce que les uns et les autres ont considéré que nous méritons cette place. Et c'est en cela que nous disons que c'est les jeunes eux-mêmes qui doivent arracher leur place. Puisque rien d'ailleurs ne se donne. Tout se mérite. Parlons maintenant de la bonne gouvernance, puisque le thème de cette émission, c'est jeunesse africaine et bonne gouvernance. On a fait un balayage pour en arriver là. Quelle est votre compréhension de la bonne gouvernance, Président? Bon, la bonne gouvernance, pour nous, c'est tout ce qui doit être mis en place pour permettre, bien sûr, la bonne redistribution des richesses et que, sur la base, n'est-ce pas, du consensus social, que tout le monde soit d'accord avec la gestion de la chose publique. Entre autres éléments mis en place pour qu'on parle de bonne gouvernance, Dr Hachi, quoi par exemple? Ça commence déjà par l'environnement. L'environnement politique, c'est la base de toute bonne gouvernance. Lorsque des gens viennent au pouvoir dans des conditions difficiles, c'est difficile de parler de bonne gouvernance. Lorsque les successions de gouvernements ne sont pas faites démocratiquement, c'est difficile de parler de bonne gouvernance. En outre, je pense qu'il faut parler de... Il y a plusieurs paliers. Il y a le côté économique, quand on parle de bonne gouvernance, c'est ce que tout le monde voit d'ailleurs. Et cela passe par des institutions fortes. Lorsque les institutions ne sont pas fortes, c'est difficile de
de mettre en place un processus pour bien gouverner. Parce que c'est ça la bonne gouvernance. C'est l'ensemble de processus qui aboutit à bien gouverner. Les institutions fortes, où les dirigeants sont aussi des acteurs qui sont influencés par la gestion quotidienne de ces ressources et où les cibles qui sont la population ressentent vraiment la redistribution. Les richesses. Les richesses, exactement. Et cela, ça passe franchement par un dialogue. Un dialogue assez comment on appelle fréquent. C'est ce que d'aucuns appelleraient la communication et de la transparence dans la gestion. Quand on parle de bonne gouvernance, on fait souvent allusion à nos gouvernants, effectivement, mais vous qui êtes responsable de jeunesse, vous avez sous vos responsabilités aussi des jeunes, que vous gérez, comme on peut le dire aussi simplement. Oui. Qu'est-ce qui démontre la bonne gouvernance à votre niveau? D'abord, la gestion de la jeunesse n'est pas une tâche facile. Vous avez vu à l'échelle continentale comment la sénatrice Francine Mounouba du Congo, qui a dirigé la jeunesse panafricaine pendant 4 ans, a dû sacrifier sa jeunesse pour se mettre à la disposition de ses frères et de ses sœurs pour défendre les intérêts, pour porter très haut la voix de la jeunesse africaine. Vous comprenez que gérer la jeunesse n'est pas du tout facile. Donc vous avez obligation pour demeurer leader, pour continuer dans votre leadership, pour être un modèle pour la jeunesse africaine, vous avez l'obligation de poser des pas de transparence, de bonne gouvernance. Ça appelle à la concertation permanente, ça appelle à l'écoute des uns des autres, ça appelle aussi à la gestion collégiale de la chose qui concerne tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes presque à 3 ans à la tête du Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire et vous n'aurez pas d'écho qui tendent à remettre en cause notre gestion transparente de la jeunesse ivoirienne. Toujours au niveau de la bonne gouvernance, est-ce que dans votre entendement, les jeunes doivent être associés aux prises de décision? Quand on doit parler des lois, est-ce que les jeunes doivent faire de la politique pour que leur voix également puisse se faire entendre? En effet, vous avez touché du doigt le véritable problème. La jeunesse ne doit pas être réduite à la fourchette d'âge. Parce que définir la jeunesse comme un canevas d'âge, c'est réduit, c'est réducteur pour la jeunesse même dans sa définition intrinsèque. Quand on sait que chaque continent, chaque pays a des réalités Exactement. différentes. C'est en cela que je reviens au côté politique. Lorsqu'on dit 60% de la jeunesse et de la population active doit forcément s'impliquer dans la bonne gouvernance, c'est parce que aujourd'hui, le continent est assez jeune. Et lorsque le continent est jeune, la meilleure plateforme pour pouvoir influencer la bonne gouvernance, c'est de ne prendre part au jeu politique. On ne s'assoit pas chez soi pour décider de comment les gens doivent gérer. Et lorsqu'on veut prendre part, il faut déjà commencer par travailler l'esprit. Et quand je parle d'esprit, la mentalité en Afrique est de cantonner le jeune comme quelqu'un d'immature, d'inexpérimenté. Et ça, il faut déjà travailler à cela. Après, il faut vraiment s'engager politiquement. L'engagement politique est nécessaire pour changer les choses, comme on le dit, au niveau de la bonne gouvernance. Parce que c'est bien d'aspirer à la bonne gouvernance, mais dans la pratique, si ce ne sont pas des jeunes qui ont été préparés à cela, ce sera difficile. Cela commence par des choses toutes simples. Quand on nomme M. Edima, par exemple, vice-président du conseil régional de la Namibie-Tiassa, et qu'il y a une délégation qui vient lui dire tu viens de Gaumont, nous sommes venus te dire merci, félicitations. Il a un devoir de reconnaissance. Il a un devoir de reconnaissance envers Gaumont. Ce qui fera qu'il sera faussé, et son jugement sera faussé à un moment ou à un autre. C'est une autre forme de corruption morale, parce que vous l'influencez négativement. Il doit être impartial. La région est grande, il y a des priorités, il s'attaque aux priorités jusqu'à la petite échelle. Mais dès qu'il y a cela, c'est faussé. Et c'est ce qui arrive généralement. Toutes les personnalités qui sont nommées dans ce pays ou qui sont élues, il y a une reconnaissance envers leur région. C'est ce qui se fait dans tous les pays. Et malheureusement, ça crée des replis identitaires, ethniques. Ça crée de la ségrégation, même raciale. On l'a vu en Afrique du Sud. C'est pourquoi il faut, nous jeunes d'Afrique d'aujourd'hui, dépasser ces clivages, dépasser ces mentalités, dire, lorsque je suis nommé, j'appartiens à une communauté, certes,
mais j'appartiens à la nation. Qu'est-ce que les jeunes Africains attendent de ceux qui les gouvernent, justement pour les aider à se mettre en valeur et qu'il y ait bonne gouvernance? Et il faut simplement que la gouvernance africaine comprenne que l'Afrique d'aujourd'hui, c'est la jeunesse, et l'Afrique de demain, c'est la jeunesse. Les prévisions sont connues. La population africaine sera encore plus jeune dans les années à venir. Donc, il faut, dès maintenant, permettre donc à cette jeunesse-là, leur ouvrir les vannes pour qu'ils puissent rentrer dans le dispositif de gestion. La jeunesse doit être à la table de prise de décision. Ce qui est fait pour les jeunes, à l'insu des jeunes, est fait contre eux. Il n'y a rien à dire. Voilà. Vous ne pouvez pas faire mon bonheur, ça à mon avis. Voilà. Il faut que je sois là au moment où on conçoit, où on met en œuvre et puis où on fait le bilan des projets. Tant que le jeune n'est pas là, tout ce qui est fait, c'est dilatoire. Et je dois vous dire que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de travailler et nous espérons que ça va aboutir à faire en sorte que les jeunes soient représentés à l'Assemblée nationale. Pour nous, il y a des jeunes déjà à l'Assemblée nationale, mais de façon exceptionnelle, et qu'il y ait au moins un quota de 10 jeunes ou de 20 jeunes d'office, ils seront normalement élus comme tout le monde, mais déjà une liste de jeunes qui soient admis comme étant un quota pour la jeunesse à l'Assemblée nationale, de manière à ce que toutes les questions qui sont liées à la jeunesse, je vous disais que nous sommes 77,7%. Le prochain recensement général nous donnera plus que ça, je peux parier. Pour vous dire que la population ivoirienne est totalement jeune. Donc tous les programmes, toutes les initiatives, tous les projets, toutes les politiques qui sont menées sont en faveur de la jeunesse. Donc il est bon que là où on prend les lois, là où on valide donc de l'avenir du pays, qu'il y ait des jeunes qui soient regardants sur les questions qui les concernent. C'est pourquoi nous sommes promoteurs de l'idée qu'il faut un quota exceptionnel pour la jeunesse à l'hémicycle, tout en saluant déjà les élus jeunes qui sont là-bas, qui font un travail d'appui aux initiatives en faveur des jeunes. Et puis, c'est l'occasion pour nous de saluer le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a compris à travers la mise en place du Conseil national de la jeunesse que les jeunes doivent participer au processus de prise de décision. C'est régulièrement que nos délégués sont désignés dans les conseils d'administration, dans les comités d'orientation. La dernière en date, c'est l'agence emploi jeune qui a intégré à son sein un délégué du Conseil national de la jeunesse, de manière que la voix des jeunes soit portée là où on parle des questions d'employabilité des jeunes. Vous pouvez vous imaginer qu'on parle de l'emploi des jeunes, et puis sur la table de prise de décision, il n'y a pas de jeunes qui regardent cette affaire-là. Vous voyez que c'est de tout ça que nous parlons. Et quand vous voyez dans tous les pays d'Afrique, il y a, à des exceptions près, il y a des conseils nationaux de jeunesse qui veillent à ce que cette réalité soit prise en compte. Et donc, nous pouvons parier que l'Afrique de demain sera forcément dans la main de sa jeunesse. On a l'habitude de dire qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. C'est un adage en Afrique, et ça c'est la dernière question que je vous pose. On fera un tour de table. Quels sont les défis pour ces jeunes associés à la bonne gouvernance, pour éviter que ces derniers-là aussi, on leur dise qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide, dont je parle de corruption? Défi, docteur Hugues. Le véritable défi, c'est, comme je le disais tantôt, le changement de mentalité. Cela passe par une formation à la base au civisme et vraiment à l'amour, au patriotisme. Parce que tant qu'on n'aura pas pu faire ce travail de fond et de base, ce sera difficile. Lorsque quelqu'un se dit que je milite dans un parti politique et que lorsqu'on vient au pouvoir, c'est notre tour de faire, c'est déjà pas bon. Malheureusement, c'est ce qu'on attend dans les quartiers, c'est ce qu'on attend dans les villages. Notre tour arrivera. Mais dès que c'est vu comme ça, c'est pas bon. Ça force le jeu à la bonne gouvernance. L'esprit qu'on doit mettre en place, c'est de dire, nous avons fait des propositions. La majorité a accepté. Il faut que nous la mettons en pratique. Là, on va s'éloigner de la corruption. Sortir des cacans, des clivages ethniques. La corruption s'en ira. Le clientélisme, il faut qu'on s'en éloigne. Cela passera aussi par la transparence dans les appels d'offres. On nous dit, le gré à gré, ça existe, c'est une forme de gouvernance, mais elle ne doit pas être systématique. Merci bien, docteur Hugues. Président, vous allez conclure en 30 secondes. Oui. Sur la même question, les défis pour les jeunes Africains associés à la bonne gouvernance, justement. Oui, dès qu'ils sont associés à la bonne gouvernance, les jeunes, comme l'a dit le docteur, doivent avoir l'esprit
de la nation, l'idée de la nation. Quelle est la contribution que j'apporte dans le développement du pays? Ce qui va marquer une grande différenciation avec les anciens modes de gestion. Au niveau de la jeunesse panafricaine, ce sont ces valeurs qui sont destinées aux leaders africains. Être des vrais patriotes, non pas au sens d'être ces nationalistes qui rejettent l'autre, mais ce patriote qui se dit que son action doit faire avancer son pays, doit faire avancer son continent, en étant ouvert au monde. Le jeune africain d'aujourd'hui doit se positionner comme la seule alternative pour permettre à l'Afrique de rattraper son retard. Merci, chers invités. Nous avons compris avec vous que l'Afrique peut effectivement compter sur ces jeunes. Elle ne faillira pas au rendez-vous du développement. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Eddy Manguessan, il est le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, et de Dr Hugues Hachi, qui est délégué régional des jeunes de l'AME. Avec vous, nous avons parlé de jeunesse africaine et bonne gouvernance. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.